vais pas reposer le contexte, mais c'est vrai que c'est intéressant de faire un petit tour pour que vous nous fassiez un état des lieux de votre activité sur le continent, parce que je pense qu'on a eu beaucoup de discussions qui parlaient de l'Afrique, mais également d'un point de vue international en termes de déploiement. Je commencerai par Mangalis Hotel Group. Alors là, l'Afrique, ça par contre, ça vous connaît. Je vais reprendre juste des chiffres, peut-être qu'on n'a pas assez souligné sur la marge de progression que peut avoir l'hôtellerie en Afrique. On sait qu'en Europe, le taux de pénétration, c'est 30%, aux États-Unis, c'est 70%, en Afrique, c'est quoi? 7, 8, même pas 6? Alors, oui, très bonne Ouais. question. Bonjour tout le monde. Très bonne question. Le taux de pénétration, j'ai fait une étude assez récente sur l'Afrique subsaharienne, hein, c'est-à-dire mon jardin, on va dire de Dakar à Kinshasa, c'est moins de 7% en 2016. Donc c'est un marché qui est hyper ouvert. Juste pour vous donner un ordre de comparaison, 70% aux États-Unis, quarantaine de pourcents en Europe, le taux de pénétration des marques, et donc moins de 10%, 7 pour être précis, il y a 2 ans quand j'ai fait l'étude. Donc c'est un marché qui est ouvert pour les grands groupes internationaux, qui sont mes collègues à côté de moi, et aussi les nouveaux groupes, ce qu'on appelle régionaux. Vous avez eu hier donc une très bonne interview de mon ami Mossadegh sur son développement à Zalaï, et puis je suis là aujourd'hui pour vous faire participer sur le développement d'un nouveau groupe, le mien, Mangalis Hotel Group, qui est né il y a 5 ans, sur un marché donc, qui est l'Afrique subsaharienne, avec un actionnaire 100% africain, donc une holding Telium présente dans plusieurs secteurs, la banque, l'énergie, la téléphonie mobile, l'immobilier, et c'était tout naturellement qu'il devait aussi se diversifier dans l'hôtellerie, puisque notre chairman est passionné de construction. Et l'histoire a commencé, je fais très vite, avec un hôtel que vous connaissez tous à Dakar, qui s'appelle le Radisson, Blue Dakar. Alors pourquoi Radisson Mangalis? C'est très simple. En 2007, notre actionnaire souhaite développer un 5 étoiles en Afrique, donc à Dakar, dans sa ville principale. Nous ne sommes pas opérateurs hôteliers à l'époque, donc il faut faire un tour de table. C'est Radisson qui l'emporte. Je suis de l'autre côté de la barrière, puisque je suis vice-président de Radisson sur les 10 dernières années. Et le contact a été fait pour ce contrat de gestion, qui est donc sa 9e année. Mais dans l'intervalle, notre propriétaire a voulu aussi créer son groupe hôtelier, donc qui a été créé en 2013, Mangalis Hotel Group, en lançant 3 marques, 3 enseignes très fortes, très contemporaines, donc qui couvrent tous les segments. 2-3 pour la marque Yas, 3-4 pour la marque Sind et 4-5 pour la marque Noom, qui couvre 90% des besoins donc en Afrique, avec des nouveaux concepts, une puissance architecturale donc supportée par les plus grands designers, et notamment le cabinet architecte Saota en Afrique du Sud, qui est peut-être actuellement le plus grand architecte d'hôtel en Afrique et dans le monde, supporté par des très grandes marques de branding. Nous travaillons avec Future Brand, le groupe McCann Erickson. Donc tous ces partenaires, plus une équipe internationale autour de moi à Barcelone et aussi en Afrique, à Abidjan et à Dakar, nous avons lancé Mangalis Hotel Group. On reviendra sur, bien sûr, l'avenir. Merci d'avoir fait ce point. Au niveau d'accords, Samy, c'est vrai qu'au niveau des accords hôtels, c'est quoi? C'est plus de 4500 hôtels à travers le monde? 4700 maintenant. 260 sur le Moyen-Orient et l'Afrique, et qui va pratiquement doubler dans les 3-4 ans qui viennent. Ça, on parle sans acquisition. C'est fou ce secteur, parce que moi, quand je fais des recherches, tous les chiffres que j'ai sont à la baisse et ça bouge du jour au lendemain. On a l'impression qu'on joue au Monopoly, c'est génial. Donc on voit la vivacité de ce secteur. L'Afrique, vraiment, on va essayer de faire un point spécifique, puisque c'est l'objet de ce panel. Votre présence. Et puis on fera un point après sur ce que vous avez mis en place en termes de stratégie. Je sais qu'il y a une enveloppe, un fonds d'investissement qui a été créé pour aller conquérir encore plus l'Afrique en profondeur. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors l'Afrique a toujours été très intéressante pour Accor, et si on parle du Maroc par exemple, notre cofondateur Gérard Pélisson, il y a 20 ans, a été appelé par le roi pour développer la partie touristique et voyage. Donc aujourd'hui, 43 hôtels au Maroc, mais ce n'est pas assez. Et l'Algérie, on a vraiment une JV avec Siaha, notre partenaire là-bas. 8 hôtels actuellement, et on développe beaucoup plus. On a vraiment une bonne relation avec des partenaires du gouvernement, où on gère le Sofitel et le Mercure à Alger. Et très important à souligner que l'Algérie, on n'a jamais quitté l'Algérie, même pendant les périodes difficiles là-bas. Donc Accor était présent. Sur la Tunisie, on a vraiment des partenaires solides. Aujourd'hui, on a 5 hôtels. Mais la semaine dernière, j'ai vu le ministre du Tourisme, et il va falloir vraiment qu'il pousse au niveau de l'aérien, parce qu'ils veulent que les marques internationales reviennent,
Mais si vraiment... voilà, ça c'est un point important. Mais c'est vrai que c'est un peu diversifié quand on parle de l'Afrique du Nord, parce que le Maroc, il y a une segmentation très variée, MICE, corporate, loisirs. L'Algérie, c'est vraiment du corporate. Tunisie peut avoir les deux. Mais il ne faut pas qu'on oublie certains segments, par exemple le marché chinois qui vraiment se développe très fort. Donc il faut que nos hôtels aujourd'hui se préparent à avoir des gens qui parlent chinois, le food and beverage soit en chinois, etc. On a aussi le marché intra-région qui est important, donc les Algériens en Algérie. Il faut savoir aussi, les Algériens, il y a eu 2,5 millions qui sont partis en Tunisie. Donc on parle toujours de l'Europe, de la France, etc., ce qui est très bien, mais il faut qu'on fasse attention à ce marché national et régional. C'est vraiment aussi un développement au niveau du Moyen-Orient. Donc beaucoup de clients viennent aujourd'hui au Maghreb, en Afrique, et beaucoup d'investisseurs. On peut en parler après si vous voulez. Alors, Golden Tulip. Golden Tulip, c'est une des marques du groupe Louvre-Hôtel, et on descend du groupe Jinjiang, ce qu'a présenté tout à l'heure Pierre-Frédéric. Donc Golden Tulip, on est présent en Afrique avec pratiquement une cinquantaine d'hôtels, présents dans 18 pays, une présence dans toute l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Est, donc on descend de l'Afrique de l'Est, on descend de l'Éthiopie, Ouganda, jusqu'en Tanzanie, voire même Comores. Et en Afrique de l'Ouest, on est présent en Nigeria, Ghana, Bénin, etc. Et avec une multitude de projets. Golden Tulip a une présence très très ancienne en Afrique. C'est un petit peu historique, voire même avant l'acquisition du groupe de Golden Tulip par le groupe Louvre-Hôtel. On a des prétentions d'être présent dans toutes les métropoles africaines, si on reste maintenant sur la partie Afrique de l'Ouest, dans toutes les métropoles. Quand je parle de métropole, je ne parle pas de capitale, mais également de métropole économique, parce qu'on a pas mal de pays où on a, depuis, je veux parler du Gabon, comme on en a parlé tout à l'heure, le Gabon, on peut aller à Port-Gentil, et on veut aller également à Libreville, donc même au Cameroun, enfin voilà, et Yaoundé, etc. On a une volonté d'avoir un produit qui est essentiellement destiné, pratiquement destiné à une clientèle affaires. Quand on parle de clientèle affaires, c'est clientèle avec du mail, c'est-à-dire du meeting. Ça ne veut pas dire qu'on veut se cacher, on ne veut pas gérer la clientèle de loisirs, bien au contraire. Mais c'est essentiellement aujourd'hui la clientèle de l'Afrique de l'Ouest. Et bien sûr, nous, hôteliers, on a quand même une responsabilité, c'est de convertir cette clientèle affaires à étendre son séjour et de bénéficier des infrastructures locales, de visiter et de faire un peu plus de tourisme. Donc nous, d'être des ambassadeurs, également des initiatives qui vont être prises dans ces pays-là. Alors, je vais poser la question à vous trois, et c'est vrai que c'est intéressant que vous ameniez sur la question du segment et de l'offre et de la diversification de l'offre. Est-ce qu'on a, lorsqu'on va en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord, la même démarche en termes de déclinaison d'offres, ou alors on arrive avec des fers de lance, avec une marque bien particulière avant d'aller égrener. Lorsqu'on voit, là on est sur le business, on va sur quelques villes en particulier, c'est une démarche de ce type, ou alors on duplique ce qu'on peut faire à l'international et sur d'autres continents? La démarche elle est toujours la même, dans quelque pays que ce soit, on rentre par le haut. Vite fait un petit résumé des 30 dernières années, 70-80, beaucoup de 5 étoiles arrivent dans l'Afrique subsaharienne, des marques internationales, principalement Hilton, Sofitel, Intercontinental, des flagships, Hôtel Ivoire, Kinshasa, Sofitel Teranga à l'époque. Ces hôtels, 20 années, impeccables. On arrive au début des années 2000, le tissu commence à te fatiguer. Donc il y a une seconde arrivée de 5 étoiles, notamment, je me suis dit, parce que j'y ai participé avec Marc Radisson qui est venu très fort, d'autres marques, Golden aussi, etc. Donc si vous voulez, dans le milieu du haut de gamme, après, il faut redescendre parce que le haut de gamme n'est pas saturé, mais est très bien équipé dans quasiment les principales villes qu'on a citées depuis 2 jours dans ce panel. Maintenant, il faut penser à la déclinaison et sur le marché régional et le marché local. C'est ce que disait un des intervenants dans le panel financier. C'est quelle est la solution pour le marché domestique? Le 5 étoiles n'est pas fait pour le domestique.
Les per diem ne sont pas faits pour, de nos amis africains pour des hôtels 5 étoiles à 200 € de prix moyen ou 180 € de prix moyen. Donc il faut amener une déclinaison. Le tissu hôtelier africain, mais c'est comme le tissu hôtelier en France ou en Europe, c'est pas dominé par les 5 étoiles, c'est dominé par les 2 et 3 étoiles. 7 des 10 premières marques mondiales sont des marques 2 et 3 étoiles. Days Inn, Ibis, Novotel, etc. Ce ne sont pas des marques 5 étoiles. Ça, c'est une problématique aussi bien marocaine, hein, j'imagine. Tout à fait. Voilà, c'est sur le milieu de gamme, on a très peu d'offres, et puis mais c'est là que va se concentrer le besoin. C'est là. Vous entendez beaucoup, Abidjan, Dakar, Lagos, ces villes-là sont très bien équipées. Très bien, il y a encore 3, 4 projets, mais il n'y en aura pas 20 projets. Sinon, il va y avoir une inventaire supplémentaire. Qu'est-ce qui va se passer? Le prix moyen va s'effondrer, l'occupation va rester, le prix moyen va s'effondrer. Par contre, les besoins de mobilité dans la sous-région, il est clair. 2,5 milliards d'habitants en 2050, qu'est-ce qu'on fait? Un habitant sur 4 sera africain ou vivra en Afrique. Il y aura 100 millions de Chinois qui vivront en Afrique. Donc il y a toute une mobilité, toute une façon de revoir l'hospitality dans les villes secondaires et tertiaires. Ça peut être des villes d'1 million d'habitants. Il y a une ville qui s'appelle Kisangani, qui a 500 000 habitants en République démocratique du Congo, il n'y a pas d'hôtel. Enugu, la 3e ville du Nigeria, 1 million d'habitants, il n'y a pas d'hôtel. Pas d'hôtel, 4 ou 5 étoiles. Donc il faut amener des solutions. Il faudra amener des solutions. Est-ce que les opérateurs internationaux veulent rentrer dans ce segment? Je ne sais pas. Nous, on est équipés pour ça avec nos marques aussi intermédiaires. Alors avec 36 marques chez Accor, plus les marques qu'on rachète, que ce soit des marques locales comme Mantis qui sont sud-africains, on arrive à couvrir tous les segments. Le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, les développeurs arrêtent de faire plaisir à certains propriétaires, parce que tout le monde veut du Raffles, tout le monde veut du Fairmont, tout le monde, mais il n'y a pas le prix moyen pour ça. Donc on les redirige et on leur explique un petit peu qu'est-ce qui peut marcher sur cette ville, etc. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'on a des marques très fortes. Quand on parle de Ibis et Novotel, c'est connu. Il y a 70 millions de loyalty programs, donc des gens qui ont l'habitude, qui ont ce côté sécurité. Quand je vais dans un Novotel, je sais à quoi ça ressemble, et spécialement quand c'est en Afrique, etc. Mais après, il y a une nouvelle génération aujourd'hui de gens qui nous challengent. Ils veulent vraiment des standards de base, mais une localisation, quelque chose qui leur parle, quelque chose qui peut être vraiment fait pour eux. Parce que si on amène le 100% des standards dans certaines destinations, ça ne marche pas. C'est clair. Moi, je vais rester beaucoup plus à terre et je vais parler de 2 segments de marché. C'est l'upscale et le midscale. Et il est vrai que dans le midscale, nous, on a une marque qui est parfaitement bien adaptée, qui a été complètement redéfinie, qui est la marque Campanile. On n'a pas encore commencé, on a plusieurs projets qui sont dans le pipeline. Et ça va répondre à une demande de la clientèle qui aujourd'hui, tout le monde n'a pas les moyens de se payer un 5 étoiles, de se payer un hôtel de luxe. Donc il ne faut pas oublier, on s'adresse à des voyageurs business, affaires, ils ont des plans tous d'organisation, ils ont des budgets à gérer. Donc ils peuvent descendre après dans le upscale, ils peuvent également descendre dans le midscale. Et nous, on va répondre à cette demande avec d'autres produits. Maintenant, il y a un autre point, il y a un autre secteur de marché qu'il ne faut pas éviter, c'est la clientèle chinoise. L'année dernière... Oui, alors Samy vient de le dire, mais c'est vrai que c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent et qu'il faut anticiper aujourd'hui. C'est ça. L'année dernière, il y a eu 120 millions de Chinois qui ont quitté la Chine. Donc je crois, je ne veux pas dire, mais ce que j'ai lu dans des revues spécialisées, dans à peu près une dizaine de millions, 11 millions, je crois, 10%, ont visité l'Afrique. Donc cette clientèle chinoise, demain, ça va être 20 millions, 30 millions. Et ça va être la première clientèle en Afrique. Aujourd'hui, la Chine a 18,5 de part de marché en Afrique. Hein. La France, entre parenthèses, il y a 5 ans, ils avaient 11%, aujourd'hui, ils ont 5%. Donc, cette clientèle chinoise, nous, au sein du groupe, on a le privilège d'avoir des marques. Donc, on va apporter une marque qui va répondre à cette clientèle-là, qui va répondre... Parce que le chinois est très, très attaché à ses habitudes culturelles, la cuisine chinoise, la réception chinoise, je veux dire, toute cérémoniale pour le thé, etc. Et tout. Donc, nous, on a les marques. On va apporter une marque aussi en Afrique qui va répondre à ce besoin de clientèle. Mais alors ça pose la question, bien évidemment, et ça, on en a parlé tout à l'heure avec Samy, des ressources humaines au niveau de ces pays-là. Ça, c'est une vraie question. C'est le point. Que nous, au Maroc, on se pose énormément sur tous les secteurs, bien évidemment, et spécifiquement l'hôtellerie. On parle de soft skills, on parle de langage. Mais d'un point de vue
en Afrique francophone, est-ce que lorsqu'on va développer, alors je prends l'exemple du secteur chinois, après on ira sur d'autres segments, mais est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on réfléchit à 2 fois avant d'aller développer ce genre de produit? Aujourd'hui, on n'est pas prêt. Ouais. Aujourd'hui, Clairement. si on prend le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, je veux dire, c'est un segment qui est nouveau. On a commencé sur Dubaï, on a commencé sur des destinations comme ça parce que c'est hyper important de les accueillir. Mais on a un autre problème. Moi, je suis allé en Algérie, on a 10 hôtels. J'ai pas un seul directeur général algérien. Ça me pose un problème. Le Maroc est un peu plus avancé, il y a des GM qui sont marocains, mais on va en Tunisie, on va un peu partout. Donc nous, comme expat, quand on vient dans un pays, et comme opérateur, on a le devoir de former des locaux, de les coacher et de les mettre, parce qu'ils ont un potentiel exceptionnel. Et si c'est un problème de timing, on peut toujours faire revenir les Algériens, les Marocains, les Tunisiens d'Europe qui viennent. Qui peut mieux gérer son pays? Et là, on parle de la langue, de la culture, des relations. Ça, c'est pour moi important. Deuxième point, c'est les femmes. On a commencé vraiment chez Accor à pousser cette mixité, je ne dis pas 50-50, c'est vraiment la target, mais on oublie. On a toujours, nous, hôteliers, l'image de la femme qui va se marier, qui va avoir des enfants, qui ne pourra jamais faire une carrière dans l'hôtellerie, ce qui est complètement faux. Donc, je peux vous prouver, et je pense que d'autres groupes l'ont fait. En Saoudi, aujourd'hui, on a des femmes directrices, on a en Arabie Saoudite, on a au Maroc, on a un peu partout. Donc il faut vraiment changer notre façon de penser au niveau ressources humaines, que ce soit les formations, les coachings, etc. On ne peut pas, à chaque fois, amener des expats, c'est bien, ils amènent une valeur ajoutée, mais il y a un coût énorme aussi pour les propriétaires. Donc il va falloir qu'on change notre façon de voir les choses. Olivier, votre expérience par rapport à ça, est-ce que vous êtes en ligne avec ça? Complètement d'accord. Notre mission, c'est d'apporter une solution aussi pour nos cadres africains. On fait de l'opération en Afrique, c'est pas pour amener des expatriés, gonfler les charges de nos propriétaires, et d'éduquer et de proposer une solution. Nous, à Dakar, nous avons ouvert le premier hôtel dirigé par une femme. Hôtel, je veux dire, de capacité. Il y a des petits hôtels de 10-15 chambres. Nous avons mis une femme dirigeante d'un 90 chambres à Dakar qui tourne comme une horloge, 75% d'occupation après 2 ans, qui est juste après l'Ibis, le 2e meilleur RevPAR de sa catégorie à Dakar. Non, ça marche. On est en train de promouvoir les chefs cuisiniers. Vous savez, c'est un secteur, les chefs cuisiniers, on adore prendre des expatriés, des Français et des Suisses, parce que c'est l'expertise du culinaire européenne et française. Nous avons mis à Conakry, au Noum, un chef béninois. On a eu la réputation d'avoir la meilleure pâtisserie et la meilleure cuisine à Conakry depuis l'ouverture. Donc il faut intégrer les talents, il faut leur proposer des postes clés et pas attendre. Si vous voulez, moi j'ai trop attendu, j'ai vécu en 1989 au Sénégal, il a fallu attendre 2015 pour avoir une DG femme au Sénégal, dans le tissu hôtelier sénégalais. Donc c'est notre mission, nous, opérateurs et propriétaires d'hôtels, de donner la chance et former ces cadres, ces HOD et bien sûr ces dirigeants. Même problème, Alain, sur les RH? Non, je crois qu'on n'aurait pas pu quitter ce panel sans parler du capital humain, c'est fondamental. On peut avoir les plus belles chambres, on peut avoir la meilleure offre de restauration, on peut avoir l'hôtel le plus magnifique de la ville, mais on a besoin de faire tourner cet hôtel, et on a besoin de ce capital humain, hommes et femmes. Nous, hôteliers, on a une responsabilité fondamentale par rapport à ça. Parce qu'on intervient dans des pays, parfois, où il n'y a aucune culture, aucune formation dans le secteur de l'hospitality. Donc on arrive avec notre produit hôtelier, on va recruter des personnes, des hommes et des femmes, on va leur apprendre un métier. Donc nous, c'est notre responsabilité d'avoir tous les systèmes de formation, d'organisation, pour mettre toutes ces structures en place. Alors il est vrai, on peut aller, je ne veux pas citer de pays, parce que je ne veux offenser personne, mais on peut aller dans certains pays, on ne va pas trouver de local avec la compétence de prendre la direction d'un hôtel. Par contre, on va travailler, on va identifier des personnes de talent pour les préparer et les former à la direction future d'un hôtel. Moi, j'ai un hôtel en Ouganda et j'ai la deuxième personne derrière. C'est une femme qui sera la future directrice de l'hôtel. Et donc, cette importance de capital humain, ça touche toute notre activité. Mais pas que l'activité à nous, hôteliers. C'est l'activité également indirecte, parce qu'on travaille avec des fournisseurs. Donc on crée également des besoins supplémentaires et ce qui apporte que je ne veux pas me répéter, mais cette importance sur la qualité des personnes et des femmes que nous recrutons. Alors, avant que je vous pose une autre question sur justement
le marché interne et domestique, parce que c'est extrêmement important, vous nous avez parlé du middle class. Est-ce qu'il y a des questions? On peut commencer à lever la main dès maintenant, parce qu'il nous reste 5 minutes, donc avant que je pose une autre question. Est-ce qu'il y a des questions? Levez le bras. 1, 2, 3. Ok, donc je vais poser la question. Le marché interne aujourd'hui, alors c'est vrai que lorsqu'on est en Afrique, on est obligé de se coller aux réalités économiques, aux réalités sociales. On est souvent dans des pays où la classe moyenne soit est émergente, soit très peu existante, soit on est en train d'essayer de la pousser. Ça pose de véritables soucis. Ça explique aujourd'hui qu'on n'ait pas en masse des établissements qui pourraient tourner, on va dire, avec un grand pourcentage de clientèle domestique. Tout simplement parce que le tissu n'existe pas, Faisal. Le tissu mid-scale et Oui. économique, appelez-le ce que vous voulez, lifestyle, pas lifestyle. On va dire, la marque la plus connue en Afrique francophone, c'est Ibis. Oui. Il manque plein de Ibis, ou plein de Yas, puisque c'est ma marque. Et je peux vous le dire, puisque dans mon développement tiers, donc, puisque nous sommes propriétaires et opérateurs, mais maintenant nous ouvrons un contrat de gestion. Dans mon pipe, j'ai plus de demandes pour la marque Yas que pour la marque Sin ou la marque Noom. Donc c'est une réalité. Quand vous avez des ingénieurs qui passent 3 semaines sur le barrage de Soubré dans une ville tertiaire de Côte d'Ivoire, ils dorment où? Il n'y a pas. Quand vous avez des ingénieurs ou des professeurs qui vont travailler dans les futurs campus scolaires de Thiès ou de Ziguinchor au sud du Sénégal, ils vont dormir où? Dans des paillotes à impluvium? Non. Vous voyez, donc à un moment donné, il va falloir amener des solutions. Ces solutions ne sont pas des grands hôtels. Hein. Ce sont des 30, 40, 50, peut-être 60 chambres, mais pas plus. Les opérateurs internationaux ne sont pas équipés aujourd'hui pour faire des petites structures. Nous, un peu plus, parce qu'on est, dans notre ADN, on a intégré le cahier des charges domestiques. Donc c'est toute une problématique qu'il faut se mettre en branle dans le système hôtelier africain. Il va falloir créer des structures adaptées aux villes tertiaires. Et il y a des produits aussi qui cherchent un opérateur. Je me rappelle au fin fond du Cameroun, un très bel hôtel en terre cuite, etc. Il a cherché un opérateur sur tous les confrères. Aucun confrère n'a donné suite parce que ce n'était pas possible de le prendre dans une marque intégrée. Un hôtel de tradition, très bien construit, mais c'était 32 chambres avec aucun... On n'allait pas imposer au propriétaire 1 million d'euros de pipe pour le remettre un peu à la Ibis ou à la Yas ou à la compagnie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'opérateur ne peut pas supporter ce genre d'hôtel aussi. Donc il y a toute une démarche en amont à reconstruire et à créer une véritable offre. Offrir de la sécurité aux voyageurs, offrir de l'Internet, offrir du confort et du design si c'est possible. Mais même dans les villes reculées, on a des très beaux hôtels à Rouen, à Clermont-Ferrand, à Cardiff ou dans le monde entier. Pourquoi on n'aurait pas les mêmes hôtels dans les villes tertiaires et secondaires, tertiaires d'Afrique de l'Ouest? Samy? Oui, je dirais un tiers des Africains aujourd'hui sont middle class. Et le nombre va doubler en 2050. 60% du marché africain, c'est les Africains. Donc ça, c'est énorme. Il faut aussi trouver des solutions de paiement, parce qu'il n'y a que 15% des Africains qui payent avec une carte de crédit aujourd'hui. Donc Accor et les autres groupes sont en train d'étudier toute la partie mobile, pay, etc. Mais c'est aussi important. La deuxième chose que je dirais, c'est Afrique par Afrique, comment nous, opérateurs aujourd'hui, on est en train de communiquer à la nouvelle génération de clients. Alors, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai mon fils qui veut faire de l'hôtellerie. J'espère qu'il ne fera pas de l'hôtellerie. Et il m'a posé une question, il a 16 ans. Il me dit, pourquoi sur les brochures des hôtels, ou sur les catalogues, vous marquez « Free Internet », Internet gratuit. Il me dit, tu vas chez McDo, c'est gratuit. Il me dit, pourquoi tu marques... C'est obvious, il n'y a même pas besoin de le mettre. Et pourquoi on marque 24-hour room service ou hot dishes? Pour lui, il ne comprend pas. Et la blague, la dernière one, il me dit, pourquoi vous marquez flat screen TV? Parce qu'en fait, lui, il ne connaît pas la télé noir et blanc, il ne connaît pas la télé bombée. Et on est resté trop traditionnel, on n'a pas revu notre communication. En plus, on leur impose quelque chose. Voilà comme il est mon hôtel, alors qu'ils s'en foutent, ils vont social media et ils savent exactement ce que disent les clients. Donc, il faut qu'on change aussi notre façon. Alors, Afrique, pas Afrique, hein, mais on a fait des progrès, mais c'est toujours pas ça. Quand je me déplace et mes collègues dans les hôtelières, on apprend beaucoup de choses. Alain. Je crois que je suis le dernier à conclure, apparemment, Oui. parce qu'on voit le timing, mais je vais être très rapide. Donc simplement une petite précision, on parle de clientèle de la sous-région, c'est le terme local qu'on utilise. Effectivement, on a beaucoup de clientèle. Simplement un point, il faut qu'on adapte un petit peu nos produits et adapter par ce qu'on appelle la résidence hôtelière, c'est-à-dire avoir des
des chambres avec un peu plus confortable, un peu plus grande que d'habitude, avec un coin cuisine, un petit salon, etc., de façon à offrir une possibilité pour des très longs séjours. Parce qu'on a beaucoup de demandes à ce niveau-là. Donc nous, on a beaucoup de projets où effectivement, sur les bâtiments, on va faire un côté résidence et un côté hôtel. On a fini, je crois. Non, quand même. On n'a pas encore de collet de rappel avec une décharge électrique si on dépasse. Mais la clientèle de la sous-région, il ne faut surtout pas la sous-estimer. Au contraire, c'est la clientèle la plus importante. C'est celle qui nous apporte l'activité et elle est très dynamique et très active. Alors, juste, moi, même si on a fini, juste question très rapide, avec des réponses très rapides. Sur les stratégies d'expansion sur l'Afrique, ça sera quoi? Ça sera de l'organique ou des rachats? Parce que c'est vrai que lorsqu'on veut aller sur l'Afrique, j'imagine avec ce que vous m'avez expliqué, Olivier, on essaie de racheter des établissements, mais c'est très dur de les ramener dans le giron ou de les mettre au standard. Donc, rachat ou organique? Nous, on est organique parce qu'on est propriétaire opérateur. Donc, on a créé un pool de 2500 chambres et on est en train de les ouvrir là où il y a des besoins. Pour rappel, on ouvre un hôtel à Niamey parce qu'il y a un sommet africain quand même donc, dans 4 mois et demi, et il faut des établissements 5 étoiles. Il y a aussi un Radisson et un autre hôtel international qui va arriver. Il faut trouver des solutions là où il manque des upscale hôtels. Et après, il faut faire une croissance organique pour nous, ce qui nous concerne, et amener des solutions aux propriétaires tiers, mais leur cadrer leur projet. Parce que souvent, ils veulent lancer leur projet eux-mêmes, et à la fin, ça se termine en 10-7. L'hôtel est stoppé, l'hôtel n'est pas mal construit, et l'opérateur derrière a du mal à reprendre, et finalement, va amener une facture qui n'est pas acceptable. Donc, c'est d'accompagner les propriétaires locaux sur une solution dès le début, turnkey solution pour nous, ou management et assistance technique pour nos amis des chaînes hôtelières internationales. Samy? Moi, je dirais les deux. Donc, on va dépenser l'argent d'Olivier, à bientôt. Donc, ça va aider un peu à avancer. Mais surtout, on a des propriétaires assez riches, on va dire, au Moyen-Orient, que ce soit Koweït, Saoudi, etc. Et aujourd'hui, l'Afrique est très intéressante pour eux. Ils veulent se déplacer, puis ils veulent aller, mais ils ne connaissent pas. Et c'est nous, notre rôle d'opérateur, de les accompagner et puis franchement de travailler et de faire des projets avec eux. Et un bon exemple, on a sur la Mecque 8000 chambres. Donc la grande tour avec la Clock Tower, c'est un Fairmont, on a Pullman, on a Swiss Hotel, Ibis. Donc on a toutes les marques. Et les plus riches musulmans du monde viennent là-bas. Et pendant le mois de Ramadan, moi j'y vais personnellement. Et on discute. Et c'est comme ça qu'on a développé beaucoup d'hôtels en fait à l'extérieur de Saoudi. L'exemple de Jordanie, l'exemple en Turquie, etc. Et c'est fou comment les marques peuvent avoir une valeur parce que pendant Ramadan, on n'a pas grand-chose à faire. On prie et on est là. Et là, ils testent les hôtels, ils visitent, etc. Donc c'est une vitrine pour Accor au niveau développement extraordinaire. Et beaucoup d'entre eux veulent investir. Certains ont peur, ils ne connaissent pas. Mais une fois qu'on leur explique et on leur montre ce qu'on a déjà en Afrique, ça peut être Tunisie, ça peut être le Maroc, ça peut être vraiment toute l'Afrique, ça marche assez bien. Mais il faut les accompagner, il faut, comme disait Olivier tout à l'heure, arrêter de faire des business plans qui font plaisir à tout le monde et qui sont jamais... voilà, il y a une question de réputation, il y a une question... Et puis passer toute l'année avec le propriétaire à lui expliquer pourquoi on n'a pas fait les chiffres, parce qu'il n'a pas fait beau ou parce que les airlines, ça ne marche plus. Les propriétaires aujourd'hui sont devenus professionnels, ils ont des asset management qui viennent de l'hôtellerie et des finances, donc ça devient une question assez sérieuse aujourd'hui. Thanks God. Et très rapidement, il faut prendre conscience, c'est qu'on est dans des zones géographiques où l'hôtellerie est sous-pénétrée. Il n'y a pas d'offre hôtelière. Vous avez des villes qui sont pratiquement sinistrées, tout à l'heure Olivier en parlait, donc il n'y a pas de proposition hôtelière de rachat. Donc si des opportunités exceptionnelles se présentent, bien sûr on pourrait les étudier. Donc ma priorité quand même, c'est principalement organique. Merci à vous, merci beaucoup, on a un peu dépassé le temps, mais vous pouvez applaudir Olivier, Samy et Alain. Merci beaucoup.